Imaginez cette scène trop familière pour être confortable. Vous arrivez au bureau le matin, café à la main, avec une liste soigneusement préparée de tâches importantes à accomplir. Votre journée semble parfaitement organisée. Vous vous sentez motivé, déterminé, prêt à conquérir vos objectifs. Pourtant, à 18 heures, lorsque vous levez enfin les yeux de votre écran, une réalité frustrante s'impose. Vous avez à peine avancé sur vos véritables priorités. Ces projets stratégiques que vous vouliez faire progresser, toujours en attente. Ce document crucial à finaliser, encore inachevé. Cette réflexion importante que vous deviez mener, repoussée une fois de plus. Où est passé votre temps? Comment est-il possible qu'une journée entière se soit évaporée sans résultat tangible? La réalité qui dérange. Les statistiques sont non seulement alarmantes, elles sont carrément choquantes. L'employé moyen consacre 51% de sa journée de travail à des tâches de faible valeur. Réfléchissez-y un instant, plus de la moitié de votre temps professionnel est gaspillé en activités qui n'apportent que peu ou pas de valeur réelle. Mais ce n'est que le début. Un travailleur est interrompu toutes les 11 minutes, ce qui équivaut à plus de 50 interruptions par jour. 50 fois où votre concentration est brisée, où votre flux de travail est perturbé, où votre efficacité s'effondre. Et le pire, après chaque interruption, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver votre niveau de concentration initial. Faites le calcul, si vous êtes interrompu 50 fois et que chaque interruption vous coûte 23 minutes de reconcentration, vous perdez potentiellement des dizaines d'heures chaque semaine. Le temps, notre ressource la plus précieuse et la plus mal gérée. Nous vivons dans un paradoxe troublant. Le temps est la seule ressource véritablement démocratique. Que vous soyez PDG d'une multinationale ou étudiant, millionnaire ou débutant dans votre carrière, vous disposez tous exactement des mêmes 24 heures par jour, soit 168 heures par semaine. Pourtant, certaines personnes semblent accomplir l'impossible dans ces mêmes 24 heures, pendant que d'autres peinent à terminer une simple liste de tâches. Pourquoi? Parce que la gestion du temps n'est pas une question de quantité, mais de qualité, de stratégie et de compréhension des mécanismes sous-jacents. Une vérité libératrice, mais voici la bonne nouvelle. La vérité véritablement libératrice que nous voulons partager avec vous aujourd'hui, ces pertes de temps ne sont pas une fatalité. Elles ne sont pas le fruit du hasard ou de la malchance. Elles suivent des patterns prévisibles, des lois immuables que vous pouvez non seulement comprendre, mais aussi maîtriser et utiliser à votre avantage. Ces lois ont été découvertes, étudiées et documentées par des chercheurs, des économistes, des psychologues et des experts en productivité au cours du siècle dernier. Elles expliquent pourquoi nous procrastinons, pourquoi nous sous-estimons systématiquement la durée des projets, pourquoi les interruptions nous coûtent si cher et surtout, comment inverser ces tendances. Votre transformation commence maintenant. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les 7 lois fondamentales de la gestion du temps qui transformeront radicalement votre façon de travailler. Ce ne sont pas de simples astuces ou des hacks de productivité superficielle. Ce sont des principes profonds, scientifiquement prouvés, qui régissent notre rapport au temps et à l'efficacité. Chacune de ces lois vous révélera pourquoi vous perdez du temps de manière spécifique, comment ce mécanisme fonctionne dans votre quotidien, quelles stratégies concrètes vous permettront de le contrer. À la fin de ce guide, vous ne verrez plus jamais votre journée de travail de la même manière. Vous aurez les outils mentaux et pratiques pour reprendre le contrôle, pour transformer chaque heure en un investissement stratégique plutôt qu'en une dépense passive. Préparez-vous à reprendre le contrôle de vos journées, de votre productivité et ultimement de votre vie professionnelle et personnelle. Le travail s'étend pour occuper tout le temps disponible à son achèvement. Cyril Northcote Parkinson. La découverte qui a tout changé. En 1955, Cyril Northcote Parkinson, historien naval britannique et auteur, publie dans The Economist un article qui allait révolutionner notre compréhension de la productivité. Son observation, apparemment simple mais profondément perturbante, est devenue l'une des lois les plus citées du management moderne. Parkinson avait remarqué quelque chose d'étrange dans l'administration britannique, le nombre de fonctionnaires augmentait constamment, même quand la quantité de travail à accomplir diminuait. Plus troublant encore, le temps nécessaire pour accomplir une tâche semblait toujours s'ajuster mystérieusement au temps disponible, jamais l'inverse. Vous reconnaissez cette situation. Vous avez 2 semaines pour rédiger un rapport important. Que faites-vous réellement? Jour 1-3, j'ai largement le temps, je vais d'abord faire quelques recherches approfondies. Jour 4-8, je vais commencer bientôt, mais d'abord laissez-moi réorganiser mon bureau, répondre à ces emails, vérifier les réseaux sociaux. Jour 9-12, bon, je devrais vraiment m'y mettre, mais je peux encore attendre un peu. D'ailleurs, j'ai besoin de rassembler encore quelques informations. Jour 13, panique totale. Vous procrastinez pendant 13 jours, puis vous vous précipitez dans une frénésie de dernière minute pour terminer en une seule journée, ce qui était censé prendre 2 semaines. Et voici le plus ironique, le rapport terminé en une journée sous pression est souvent de qualité comparable à celui que vous auriez produit avec 2 semaines de travail dilué. Le mécanisme psychologique derrière la loi de Parkinson révèle une vérité dérangeante sur la nature humaine. Plus nous avons de temps, moins nous l'utilisons efficacement. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la psychologie pure. Pourquoi cela se produit-il? 1. L'absence d'urgence tue la motivation.
Sans pression temporelle, notre cerveau ne libère pas suffisamment de noradrénaline, l'hormone qui stimule notre concentration et notre énergie. 2. Le perfectionnisme improductif. Avec beaucoup de temps, nous sombrons dans des détails inutiles, peaufinant des éléments qui n'apportent aucune valeur réelle. 3. L'illusion de sécurité. J'ai tout le temps devient une excuse pour remettre à plus tard, encore et encore. 4. L'expansion naturelle du travail. Une tâche simple de 30 minutes peut facilement s'étendre sur 3 heures si nous lui donnons ce temps, rempli de distractions, d'hésitations et de procrastination. Exemple concret, la loi de Parkinson dans votre quotidien. Exemple 1, la dame et sa carte postale. L'histoire originale. Dans l'exemple fondateur de Parkinson, une femme âgée et oisive a toute une journée pour accomplir une seule tâche, envoyer une carte postale à sa nièce. 9h00, elle décide qu'elle va écrire cette carte aujourd'hui. 9h00, elle cherche la carte postale parfaite dans ses tiroirs, hésitant entre plusieurs options. 10h00, 10h30, elle cherche ses lunettes fouillant dans toute la maison. 10h30, 12h00, elle rédige la carte, s'arrêtant régulièrement pour réfléchir au mot parfait, barrant et réécrivant plusieurs fois. 12h00, 14h00, pause déjeuner, évidemment. 14h00, 15h00, elle relit la carte, la trouve insatisfaisante, la réécrit entièrement. 15h00, elle cherche l'adresse exacte, vérifie dans son carnet. 16h00, 17h00, elle va jusqu'à la boîte aux lettres du quartier pour la poster. Résultat, une tâche de 15 minutes a rempli une journée entière de 8 heures. Exemple 2, le projet de présentation professionnelle. Vous devez préparer une présentation PowerPoint pour un client, le travail effectif nécessaire, 8 heures de travail concentré. Vous vous donnez un mois, semaine 1, j'ai le temps, je vais d'abord regarder des exemples inspirants en ligne, 6 heures passées sur Pinterest et des sites de design sans créer un seul slide. Semaine 2, je devrais choisir le bon template, 4 heures à tester 20 modèles différents, à personnaliser les couleurs selon 15 variations. Semaine 3, bon, je commence vraiment maintenant, création du contenu, mais avec des pauses interminables, des perfectionnements inutiles sur l'animation du logo, débat intérieur sur la police de caractère pendant 2 heures. Semaine 4, dernier jour, panique. Vous finalisez réellement la présentation en 8 heures intensives. Le paradoxe, ces 8 heures finales sont plus productives que les 3 semaines précédentes combinées. Exemple 3, la réunion élastique. Convoqué pour faire un point rapide sur un projet. Aucune durée précise n'est fixée, juste après le déjeuner. 14h00, début de la réunion, 6 personnes présentes. 14h00, 14h30, discussion du sujet principal qui aurait pu être un email. 14h30, 15h30, 15h30, 16h00. Pendant qu'on est tous là, on pourrait aussi parler de 16h00. Conclusion précipitée, car certains ont d'autres engagements. Bilan, une réunion de 30 minutes s'est étendue sur 2 heures parce qu'aucune limite stricte n'avait été fixée. Les 90 minutes supplémentaires n'ont apporté aucune valeur ajoutée. Exemple 4, l'email qui ne devait prendre que 5 minutes. Vous devez répondre à un email simple. Temps nécessaire réel, 5 minutes. Tant que vous vous accordez, je le ferai dans la matinée. Ce qui se passe réellement, vous ouvrez l'email, commencez à répondre, vous voyez une notification, vous interrompez, vous revenez, relisez, modifiez une phrase, vous cherchez la formulation parfaite. Vous vous demandez si vous devez ajouter quelque chose, vous vérifiez un autre email entre-temps. 45 minutes plus tard, l'email simple est enfin envoyé. La science derrière la loi. Des études récentes en neurosciences confirment les observations de Parkinson. L'effet de contrainte temporelle. Une recherche de l'Université de Chicago montre que notre cerveau devient jusqu'à 40% plus efficace lorsqu'il travaille sous une contrainte temporelle raisonnable. Le stress positif, un niveau modéré de pression temporelle, ce que les psychologues appellent eustress, active notre cortex préfrontal, améliorant notre concentration et notre prise de décision. La loi de Yerkes-Dodson, confirmée par décennies de recherche, elle démontre que notre performance suit une courbe en cloche. Trop peu de pression, sous-performance, pression optimale, performance maximale, trop de pression, effondrement. Comment vaincre la loi de Parkinson? Stratégie avancée. La solution fondamentale est contre-intuitive mais puissante. Contraignez artificiellement le temps plutôt que de vous en remettre à votre autodiscipline. Stratégie 1, la technique du temps réduit. Principe. Divisez par 2 le temps que vous pensez nécessaire pour une tâche. Rapport à écrire, au lieu de vous donner 5 jours, donnez-vous 2,5 jours maximum. Pourquoi ça marche? Vous éliminez automatiquement le temps de remplissage improductif et forcez votre cerveau à se concentrer sur l'essentiel. Comment l'appliquer? Vous identifiez une tâche et estimez le temps nécessaire. Réduisez cette estimation de 40-50%. Utilisez un timer visible. Travaillez en mode sprint jusqu'à complétion. Stratégie 2. Le méthode SMART appliqué au temps. Transformez vos objectifs vagues en contraintes temporelles précises. Avant, je dois préparer la présentation client. Après SMART, je dois préparer la présentation client. Après SMART, spécifique. Créer une présentation PowerPoint de 15 slides sur notre nouveau produit. Mesurable. Chaque slide prend 20 minutes
minutes 5 heures totales. Atteignable, j'ai les ressources et informations nécessaires. Réaliste, 5 heures réparties sur 3 jours. Temporel, terminé jeudi 17h00 dernière limite. Stratégie 3, les points de contrôle intermédiaires. Milestones, pour les projets longs, ne fixez jamais une seule deadline finale. Créez des jalons intermédiaires avec leur propre mini-deadline. Projet de 4 semaines. Semaine 1, recherche et structure terminée. Deadline, vendredi 18h. Semaine 3, version révisée avec feedback. Deadline, mercredi 12h. Semaine 4, finalisation et relecture. Deadline lundi 15h. Chaque étape a sa propre pression temporelle, empêchant la procrastination de s'installer. Stratégie 4, la règle du multiplicateur 1. Vous pensez qu'une tâche prendra 2 heures, elle prendra probablement 3 heures. Application pratique. Utilisez ce temps comme votre contrainte maximale. Si vous finissez plus tôt, utilisez le temps gagné pour autre chose. Cette règle vous protège contre la sous-estimation tout en maintenant une pression temporelle productive. Stratégie 5, le timeboxing radical. Principe, allouer des blocs de temps fixes et non négociables à chaque tâche. Exemple de journée timeboxée, 9h00, 10h30, traitement email et messages. 10h30, 12h00, travail profond sur projet A. 12h00, 13h00, déjeuner. 13h00, 14h30, réunion groupée. 14h30, 16h30, travail profond sur projet B. 16h, 17h, administratif et planification du lendemain. Règle d'or, quand le temps est écoulé, vous arrêtez, même si ce n'est pas parfait. Vous continuez le lendemain dans le prochain bloc alloué. L'antidote mental, changez votre perception du temps. Au-delà des techniques, vaincre Parkinson nécessite un changement de mentalité. Pensée traditionnelle, j'ai tout le temps, donc je peux me permettre d'être perfectionniste. Pensée anti-Parkinson, le temps est ma ressource la plus précieuse. Chaque minute compte, fait vaut mieux que parfait. Mantra quotidien, si j'avais 2 fois moins de temps, comment ferais-je cette tâche ? Cette simple question mentale vous force à identifier l'essentiel et à éliminer le superflu. Votre défi pratique. Cette semaine, choisissez une tâche récurrente qui vous prend habituellement 2 heures. Donnez-vous 60 minutes pour l'accomplir. Vous découvrirez probablement que c'était largement suffisant et que l'heure économisée était simplement du remplissage improductif. La loi de Parkinson n'est pas une fatalité. C'est un adversaire que vous pouvez battre avec les bonnes armes. Et maintenant, vous les possédez. Chapitre 2. La loi d'Illich. Le seuil fatal de la productivité. Au-delà d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît, voire devient négative. Ivan Illich. Le mythe du travailleur infatigable. Vous pensez qu'en travaillant 12 heures d'affilée, vous serez plus productif que rester scotché à votre bureau sans interruption est le signe d'un professionnel dévoué? Détrompez-vous radicalement. Ivan Illich, philosophe et penseur autrichien, a démontré dans les années 1970 une vérité que nous refusons encore d'accepter. Notre corps et notre cerveau ne sont pas des machines. Ils ont des limites biologiques précises, et dépasser ces limites ne nous rend pas héroïques, cela nous rend inefficaces, voire contre-productifs. La découverte révolutionnaire d'Illich. Illich étudiait initialement les systèmes éducatifs et médicaux, mais ses observations s'appliquent parfaitement au monde du travail. Il a découvert ce qu'il appelait la contre-productivité, le moment où faire plus produit moins. Imaginez une courbe. Au début, plus vous travaillez, plus vous produisez. La courbe monte. Mais à un certain point, le seuil d'Illich, la courbe s'inverse. Vous continuez à travailler, mais votre production diminue. Pire encore, après un certain temps, votre travail commence à détruire ce que vous avez accompli plus tôt. Erreur, mauvaise décision, travail à refaire, les faits scientifiques qui font mal. La recherche moderne en neurosciences confirme et précise la loi d'Illich avec une précision troublante. 45 minutes. C'est le temps de concentration optimal selon les études de l'Université de l'Illinois. Au-delà, votre cortex préfrontal commence à montrer des signes de fatigue mesurables. 90 minutes. Le seuil critique. Des études de chronobiologie montrent que notre cerveau fonctionne par cycle ultradian d'environ 90 minutes. Après ce délai sans pause, votre attention chute drastiquement, jusqu'à 60% de perte d'efficacité. 4 heures. Le point de non-retour. Après 4 heures de travail intellectuel intensif sans pause réelle, votre productivité ne diminue pas seulement, elle devient négative. Vous commencez à faire des erreurs qui nécessiteront plus de temps à corriger que si vous aviez fait une pause. Puis au-delà de cette limite quotidienne de travail concentré, des études montrent que chaque heure supplémentaire réduit votre productivité du lendemain de 25. Le paradoxe du hustle culture. Nous vivons dans une culture qui glorifie le surmenage. Les réseaux sociaux regorgent de posts vantant les semaines de 80 heures, les nuits blanches, le grind constant. La réalité, une étude de l'université de Stanford a démontré qu'à partir de 55 heures de travail hebdomadaire, chaque heure supplémentaire ne produit presque rien. Quelqu'un travaillant 70 heures par semaine ne produit pas beaucoup plus que quelqu'un travaillant 55 heures, mais accumule épuisement, stress et erreurs. L'exemple scandinave, le fika suédois. Les Suédois ont compris la loi d'Illich bien avant qu'elle ne soit formulée scientifiquement. Ils ont institutionnalisé une pratique appelée fika, un rituel quotidien sacré. Qu'est-ce que le fika ?
Une pause café obligatoire de 20-30 minutes, au moins 2 fois par jour. Tous les employés participent, du PDG aux stagiaires. On s'assoit, on discute, on se déconnecte complètement du travail. C'est considéré comme aussi important qu'une réunion. Les résultats, la Suède affiche régulièrement l'un des taux de productivité par heure travaillée les plus élevés au monde. Les Suédois travaillent en moyenne 1,167 pour les États-Unis, mais leur productivité par heure est supérieure de 20. Le FICA n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans l'efficacité. Les signes que vous avez dépassé votre seuil. Comment savoir si vous avez franchi le seuil d'Illich? Voici les symptômes révélateurs. Symptômes cognitifs. Relisez le même paragraphe 3 fois sans le comprendre. Vous prenez 30 minutes pour une décision qui devrait prendre 5 minutes. Vous oubliez ce que vous venez de faire il y a 10 minutes. Vous faites des erreurs stupides dans des tâches habituellement simples. Symptômes physiques. Vos yeux brûlent ou vous clignez excessivement. Vous avez des tensions dans la nuque et les épaules. Vous ressentez une fatigue soudaine et écrasante. Vous avez envie de sucre ou de caféine de manière compulsive. Symptômes émotionnels. Vous vous sentez irritable pour des détails insignifiants. Vous avez envie de tout abandonner. Vous ressentez une anxiété diffuse. Vous procrastinez même sur des tâches urgentes. Si vous reconnaissez 3 de ces symptômes ou plus, arrêtez immédiatement. Vous êtes en zone de contre-productivité. Les pauses productives. La science de la récupération. Toutes les pauses ne se valent pas. Voici les protocoles scientifiquement validés. La micro-pause, 2 minutes toutes les 10-15 minutes. Pour qui? Travail sur écran intensif, programmation, analyse de données. Comment? 6 mètres minimum pour reposer vos yeux. Étirez votre nuque doucement. Respirez profondément 5 fois. Résultat, réduit la fatigue oculaire de 60%, maintient la concentration. La pause Pomodoro, 5 minutes toutes les 25 minutes. Pour qui? Tâches créatives, rédaction, design. Comment? Timé de 25 minutes de travail concentré. 5 minutes de pause complète. Pas d'écran, marchez, hydratez-vous, regardez par la fenêtre. Après 4 cycles, prenez 15-30 minutes. Résultat, augmente la productivité de 25%, réduit la procrastination, la pause ultradienne, 12-15 minutes toutes les 90 minutes. Pour qui? Travail intellectuel intense, stratégie, résolution de problèmes complexes. Comment? Sortez de votre espace de travail. Faites une marche courte idéalement en extérieur. Méditation ou exercice de respiration. La pause déjeuner, vrai 60-90 minutes. L'erreur fatale, manger un sandwich devant votre écran. La bonne pratique, minimum 45 minutes, idéalement 60-90 minutes. Quittez physiquement votre lieu de travail. Déconnectez-vous complètement. Pas d'email. Mangez lentement et consciemment. Si possible, faites une sieste de 10-20 minutes après. Résultat, l'après-midi est 40% plus productif qu'avec une pause déjeuner écran. La stratégie des cycles d'énergie. Au lieu de gérer votre temps, apprenez à gérer votre énergie. Le principe, identifiez vos pics d'énergie naturelle et planifiez votre travail en conséquence. Pour la plupart des gens, 9h-12h, pic d'énergie cognitive, réservé pour le travail profond et complexe. 12h-14h, creux postprandial, tâches mécaniques ou réunions. 14h-16h, remontée d'énergie, travail créatif ou collaboratif. Comment identifier votre cycle? Pendant une semaine, notez votre niveau d'énergie toutes les heures. Vous découvrirez votre pattern personnel. Puis, adaptez votre planning à votre biologie, pas l'inverse. L'exercice physique, le paradoxe énergétique. Voici quelque chose de contre-intuitif. Dépenser de l'énergie physique augmente votre énergie mentale. Une étude de l'Université de Géorgie montre que 20 minutes d'exercice modéré augmentent la productivité cognitive de 30% pendant les 2 heures suivantes. Application pratique. 10 minutes de marche rapide avant une tâche complexe. 5 minutes d'étirement toutes les 2 heures. Réunion en marchant pour stimuler la créativité. 20 minutes d'exercice pendant la pause déjeuner. Votre plan anti-Illich pour cette semaine. Jour 1-2. Observez et notez quand vous franchissez le seuil symptômes de fatigue cognitive. Jour 3-4. Intégrez des pauses programmées toutes les 90 minutes. Alarme sur téléphone. Jour 5-7. Ajustez votre planning selon vos cycles d'énergie identifiés. Mesurez. À la fin de la semaine, comparez votre production réelle avec la semaine précédente. Vous serez surpris de découvrir que travailler moins d'heures, mais de manière plus stratégique, produit plus de résultats. La loi d'Illich n'est pas une excuse pour la paresse. C'est une invitation à l'intelligence productive. Travailler dur est important. Travailler intelligemment est essentiel. Les deux ne sont pas contradictoires quand vous respectez votre biologie. Chapitre 3. La loi de Hofstadter, l'art de la prédiction impossible. Cela prend toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la loi de Hofstadter. Douglas Hofstadter. Une loi paradoxale et universelle, il existe des vérités que l'on reconnaît instinctivement dès qu'on les entend. La loi de Hofstadter en fait partie. Sa force réside dans sa simplicité. Nous sous-estimons toujours la durée d'une tâche, même quand nous savons que nous avons tendance à sous-estimer. Cette idée, à la fois humoristique et tragiquement réaliste, révèle un paradoxe cognitif profondément enraciné.
Elle ne concerne pas uniquement les grands projets informatiques ou scientifiques. Elle s'applique autant à la rédaction d'un simple rapport qu'à la rénovation d'un appartement, à l'organisation d'un voyage ou à l'apprentissage d'une langue. Pourquoi, malgré notre expérience accumulée et les multiples retours d'échecs, continuons-nous à tomber dans le même piège? La réponse se trouve au croisement de la psychologie, de la cognition humaine et de la complexité du réel. Pourquoi sous-estimons-nous systématiquement? 3 biais psychologiques majeurs nous empêchent d'évaluer correctement le temps et les efforts nécessaires. Et où est l'optimisme de la planification? Nous avons une tendance naturelle à nous projeter dans le scénario idéal, celui où toutes les étapes s'enchaînent sans accroc, où les outils fonctionnent parfaitement, où personne n'est malade, où aucune distraction ne vient perturber notre progression. Cet optimisme n'est pas seulement une naïveté, c'est aussi un moteur psychologique. Sans lui, nous n'oserions peut-être jamais entreprendre quoi que ce soit, mais il faut systématiquement nos prévisions. 2. L'illusion de contrôle. Nous surestimons notre capacité à dominer les variables externes. Nous croyons que parce que nous avons un plan détaillé, nous maîtrisons le futur. Pourtant, chaque projet est exposé à des aléas imprévisibles. Délais administratifs, retard de livraison, panne technique, erreurs humaines, changement de contexte. Plus un projet est long et complexe, plus ces aléas s'accumulent. 3. L'oubli des difficultés passées. Notre mémoire est sélective. Une fois une tâche terminée, notre cerveau tend à minimiser les obstacles rencontrés. Les nuits blanches, les frustrations, les retards sont édulcorés ou effacés de notre souvenir. Ainsi, lorsqu'il faut estimer un nouveau projet, nous avons l'impression que la dernière fois, ça n'avait pas été si compliqué. L'exemple fondateur, les échecs informatiques. Douglas Hofstadter, linguiste, philosophe et spécialiste des sciences cognitives, a forgé cette loi en observant l'évolution de l'intelligence artificielle appliquée aux jeux d'échecs. Dans les années 1960, les chercheurs en informatique prédisaient que les ordinateurs seraient capables de battre les meilleurs joueurs humains en une dizaine d'années. 10 ans plus tard, la prédiction restait 10 ans, et encore 10 ans après, toujours 10 ans. Il fallut attendre 1997 pour que IBM, avec son superordinateur Deep Blue, parvienne à vaincre le champion du monde Garry Kasparov. Presque 40 ans de retard sur la prévision initiale. Cet exemple est emblématique. Plus le projet est complexe, plus nous avons tendance à ignorer l'effet cumulatif des imprévus, et plus l'écart entre prévision et réalité s'agrandit. Des exemples quotidiens, la loi de Hofstadter n'appartient pas uniquement au monde de la haute technologie, on peut l'observer dans nos vies de tous les jours. L'ourson, la peste, les travaux domestiques, une rénovation censée durer un week-end s'étale sur 3 semaines. Les déplacements, un trajet estimé à 20 minutes, prend finalement 45 minutes à cause du trafic ou d'un métro en panne. L'écriture, je finis cet article en 1 heure, se transforme en une après-midi entière, entre la recherche d'informations, les corrections et les distractions. L'apprentissage, on pense parler couramment l'espagnol en 6 mois, mais 2 ans plus tard, on se bat encore avec le subjonctif. La mécanique du retard, pourquoi c'est pire que prévu? La loi de Hofstadter fonctionne de manière récursive. Plus vous essayez de la contourner, plus elle se renforce. Imaginez que vous planifiez un projet en vous disant « Je sais que je sous-estime, donc je vais ajouter 20% de marge ». Malgré cette précaution, vous serez souvent encore en retard. Pourquoi? Parce que la complexité réelle croît de manière non linéaire. Chaque étape peut engendrer de nouvelles dépendances et des problèmes inattendus, impossibles à prévoir au moment de la planification. Stratégie anti-Hofstadter. Peut-on échapper à ce piège cognitif? Non, mais on peut en atténuer les effets grâce à quelques stratégies pratiques. La règle du X1 pour multiplier systématiquement vos estimations de temps par I. Si vous pensez qu'un rapport prendra 2 heures, prévoyez 3 heures. Si un projet vous semble faisable en 2 mois, planifiez 3 mois. Cette marge n'élimine pas les retards, mais elle réduit la frustration et rend vos engagements plus réalistes. 2. La planification en 3 scénarios. Établissez toujours 3 versions de votre calendrier. Optimiste, si tout se déroule parfaitement. Réaliste, en intégrant les obstacles probables. Pessimiste, en imaginant les pires imprévus plausibles. Cette méthode, souvent utilisée en gestion de projet, permet de mieux communiquer avec les parties prenantes et de préparer des plans de secours. 3. Les points de contrôle. Divisez tout projet en jalons de maximum 2 semaines. Chaque jalon doit être une étape vérifiable avec un livrable concret. Cette approche itérative évite de se perdre dans une prévision trop lointaine. Elle favorise la flexibilité. Si un jalon prend plus de temps, on peut ajuster rapidement sans effondrer tout le calendrier. Derrière la loi de Hofstadter se cache une leçon plus large, la nécessité d'accepter nos limites cognitives. L'humain n'est pas un ordinateur omniscient. Nos prévisions seront toujours biaisées par nos émotions, notre mémoire sélective et notre tendance à simplifier la réalité. Admettre cela ne signifie pas renoncer à planifier, mais planifier avec humilité. Cela implique d'accepter l'incertitude comme une donnée intrinsèque de tout projet. Implication concrète dans différents domaines.
Entreprises dans le développement logiciel, les méthodes agiles, Scrum, Kanban, s'inspirent directement de la reconnaissance de cette incertitude. Elles privilégient des cycles courts et adaptatifs plutôt qu'un plan figé. Éducation, un étudiant qui se fixe des échéances intermédiaires plutôt que de compter sur une révision finale de dernière minute, réduit l'effet de la loi. Vie personnelle, prévoir des marges dans ses trajets, ses budgets ou ses projets de vie évite de se sentir constamment en retard. La loi de Hofstadter nous rappelle une vérité universelle. Le temps est toujours plus complexe que ce que nous croyons. Elle nous invite à une double posture. Voir des marges, anticiper l'imprévu. L'acceptation, comprendre que, malgré toutes nos stratégies, il restera toujours une part d'imprévisible. Appliquer cette loi, c'est finalement un exercice d'équilibre entre rigueur et lâcher prise. Car si l'on ne peut pas prédire parfaitement, on peut au moins se préparer à mieux accueillir l'inattendu. La loi de Murphy, préparer l'imprévisible. Si quelque chose peut mal tourner, cela finira par mal tourner. Edward Murphy Jr. Une maxime née dans l'aéronautique. La loi de Murphy est l'une des formules les plus connues et les plus mal comprises. On la cite souvent sur un ton fataliste, comme une plaisanterie cynique. Tout ce qui peut mal se passer, se passera. Pourtant, son origine est tout sauf humoristique. Elle remonte aux années 1940, dans le contexte exigeant et dangereux des essais aéronautiques de l'US Air Force. L'ingénieur Edward A. Murphy Jr. travaillait sur des systèmes de sécurité et constata que lorsque plusieurs manières d'assembler un dispositif existaient, les techniciens choisissaient inévitablement la mauvaise, à moins que tout soit conçu pour rendre l'erreur impossible. La phrase devint rapidement un adage de l'ingénierie, anticiper les erreurs humaines, mécaniques et contextuelles comme si elles étaient inévitables. Ce n'était pas du pessimisme, mais du réalisme stratégique. Murphy au quotidien, l'imprévisible familier. La loi de Murphy ne s'applique pas seulement aux fusées et aux avions. Elle se manifeste chaque jour dans nos vies. La présentation importante, votre ordinateur se fige 5 minutes avant de commencer. La réunion cruciale, le jour même, une grève de transport paralyse la ville. L'échéance serrée, votre collaborateur clé tombe malade. Les vacances tant attendues, la météo tourne à l'orage dès votre arrivée. Le dîner spécial, juste avant de servir, la plaque de cuisson tombe en panne. Nous rions parfois de ces coïncidences malheureuses, mais elles révèlent une vérité. Plus une situation est critique, plus la probabilité qu'un imprévu surgisse semble augmenter. Pourquoi la loi de Murphy paraît si juste? Plusieurs mécanismes cognitifs et pratiques expliquent ce sentiment. 1. La sélectivité de notre mémoire. Nous retenons davantage les événements négatifs. Quand tout se passe bien, nous oublions vite. Mais lorsqu'un imprévu ruine nos efforts, il reste gravé dans notre mémoire. 2. La fragilité des systèmes complexes. Un projet, une réunion ou une opération technique repose sur de multiples maillons. Si un seul cède, tout le système peut s'effondrer. Plus il y a d'éléments interdépendants, plus le risque de défaillance augmente. 3. Le poids des enjeux. Quand quelque chose est crucial pour nous, notre vigilance augmente. Nous remarquons alors davantage les problèmes qui surviennent, renforçant l'impression que Murphy est toujours contre nous. L'art d'anticiper intelligemment. La force de la loi de Murphy n'est pas de nous décourager, mais de nous rappeler une évidence, le risque zéro n'existe pas. Ainsi, la meilleure réponse n'est pas de céder au fatalisme, mais de préparer activement des stratégies d'anticipation. Voici 6 actions concrètes pour transformer la loi de Murphy en allié plutôt qu'en ennemi. Des marges réalistes. Ajoutez systématiquement 20 à 30% de temps supplémentaire aux estimations. Si un trajet semble durer 30 minutes, prévoyez 40 minutes. Si un projet est censé prendre une semaine, bloquez 8 à 9 jours. Cette marge absorbe les aléas sans compromettre vos engagements. 2. Des plans de contingence. Adoptez la logique si, alors. Si l'ordinateur tombe en panne, alors j'ai une clé USB avec la présentation. Si un collègue est absent, alors un remplaçant connaît le dossier. Ces plans ne suppriment pas les imprévus, mais réduisent leur impact. 3. Des heures tranquilles. Protégez des plages de 90 à 120 minutes sans interruption. Ou éteignez les notifications. Affichez un ne pas déranger. Concentrez-vous sur une tâche à haut enjeu. Ainsi, même si Murphy frappe à d'autres moments, vos priorités avancent. 4. La priorisation matinale. Chaque matin, identifiez 1 à 3 tâches non négociables. Ce sont vos pierres angulaires de la journée. Peu importe ce qui survient ensuite, si ces tâches sont accomplies, vous avez sécurisé l'essentiel. 5. La redondance intelligente. Dans les domaines critiques informatiques, santé, aéronautique, on multiplie les sécurités, plusieurs copies, plusieurs sources d'alimentation, plusieurs intervenants formés. Dans la vie courante, cela signifie sans machine. De visualiser les scénarios les plus probables d'échec permet de réduire leur pouvoir déstabilisant. Ce n'est pas être négatif, c'est être préparé. La loi de Murphy et l'ingénierie moderne. Dans les grandes industries, la loi de Murphy est devenue un principe de conception. On parle souvent du Murphy Proof, c'est-à-dire de systèmes conçus pour éviter ou compenser les erreurs inévitables. Aéronautique, chaque fonction essentielle d'un avion est doublée ou triplée. Médecine, les blocs opératoires disposent de générateurs électriques de secours.
Informatique. Les serveurs critiques utilisent des systèmes RAID et des sauvegardes automatiques. Ces redondances coûtent cher, mais elles sauvent des vies et des projets. Vivre avec Murphy, une philosophie pratique. Appliquer la loi de Murphy au quotidien, c'est adopter une posture paradoxale. Accepter que les imprévus sont inévitables. Se préparer pour qu'ils aient le moins d'impact possible. Cela développe une forme de sérénité active. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut augmenter sa résilience. Un voyageur qui prévoit toujours une marge pour ses correspondances n'est pas paranoïaque, il est simplement lucide. Une équipe qui teste un plan B avant une grande présentation n'est pas pessimiste, elle est réaliste. Exemple concret d'application. Un étudiant, avant un examen en ligne, il teste 2 connexions Internet et garde une batterie externe. Un entrepreneur, avant un pitch, il enregistre une version PDF de sa présentation au cas où le réseau tombe. Un parent, lors d'une sortie avec enfant, il garde toujours quelques affaires de rechange. Chacun de ces gestes incarne une compréhension pratique de Murphy. L'imprévu viendra, mais il n'a pas à tout gâcher. La loi de Murphy n'est pas un sort jeté contre nous, mais un rappel à l'humilité. Le monde est plus incertain que nos plans. Mais un rappel à l'humilité, le monde est plus incertain que nos plans. En ajoutant des marges, en préparant des scénarios alternatifs, en protégeant nos moments essentiels et en cultivant la résilience, nous pouvons transformer cette malédiction en avantage compétitif. Finalement, la véritable leçon de Murphy est simple, ce n'est pas l'imprévu qui nous détruit, c'est le manque de préparation. Chapitre 5. La loi de Taylor. Diviser pour mieux régner. Décomposer les tâches complexes en éléments simples afin de maximiser l'efficacité. Frederick Taylor. Le génie de la simplification. Au tournant du XXe siècle, Frederick Winslow Taylor, ingénieur américain, bouleversa le monde industriel avec ce qui fut appelé l'organisation scientifique du travail. Son intuition était simple, mais révolutionnaire. Un travail apparemment complexe pouvait devenir plus rapide, plus efficace et plus contrôlable s'il était découpé en micro-tâches élémentaires. L'approche de Taylor, parfois critiquée pour sa vision mécanique de l'homme, a néanmoins posé les bases d'une réflexion toujours actuelle. Comment structurer nos efforts pour éviter la surcharge mentale et augmenter la productivité? Les 4 principes de Taylor modernisés. Taylor proposait un ensemble de principes qui, adaptés à notre époque numérique et cognitive, conservent une valeur immense. Un moule. Ceux qui planifient définissent la stratégie, les outils et les méthodes. Ceux qui exécutent se concentrent sur l'action, sans se disperser dans la réflexion globale. Dans un contexte moderne, cela signifie préparer à l'avance une feuille de route claire avant de commencer l'action. 2. La division horizontale. Décomposer une tâche en micro-étapes concrètes. Au lieu de préparer un rapport trimestriel, listez les sous-tâches. Collecte des données, analyse, création des graphiques, rédaction de l'introduction, relecture. Chaque micro-tâche est suffisamment simple pour ne pas être intimidante et suffisamment claire pour être mesurable. 3. L'uniformisation et la standardisation. Créer des processus reproductibles. Des modèles de documents. Des procédures partagées afin d'éviter de réinventer la roue à chaque fois. Dans le monde actuel, cela correspond à utiliser des modèles numériques, Excel, Notion, Trello et des bibliothèques de bonnes pratiques. 4. La mesure et le contrôle. Suivre les performances et vérifier que chaque étape est réalisée dans le temps prévu. Non pas pour tomber dans un contrôle oppressant, mais pour améliorer en continu. La mesure permet de transformer le ressenti flou, ça prend trop de temps, en données concrètes. J'ai passé 40 minutes au lieu de 20. La psychologie derrière la division des tâches. Pourquoi cette méthode reste-t-elle si efficace? Parce qu'elle répond à des besoins fondamentaux de notre cerveau. Réduire l'anxiété cognitive. Une tâche énorme comme rédiger un livre est paralysante. Découpée en écrire 300 mots par jour, elle devient gérable. Stimuler la dopamine, chaque micro-tâche cochée sur une liste libère un petit plaisir qui entretient la motivation. Clarifier la charge mentale. Au lieu de jongler avec des dizaines de détails flous, on ne se concentre que sur l'action du moment. Exemple pratique, la liste définitive. Prenons une tâche intimidante. Préparer le rapport trimestriel. Version classique. Préparer le rapport trimestriel. Recueillir les données 30 min. Analyser les tendances. 45 min. Créer les graphiques. 20 min. Rédiger l'introduction. 15 min. Relire et corriger. 10 min. Résultat, la tâche passe d'un bloc oppressant à 5 actions concrètes et mesurables. Taylor au XXIe siècle. Du taylorisme au self-management. Bien sûr, Taylor travaillait dans les usines du début du XXIe siècle, pas dans un monde d'ordinateurs, de visioconférences et de travail créatif. Ces méthodes étaient parfois critiquées comme déshumanisantes, l'ouvrier réduit à un rouage. Mais appliquées avec souplesse à nos vies modernes, ces principes deviennent des outils puissants de gestion personnelle. Pour l'étudiant, découper la révision d'un examen en chapitres et exercices courts. Pour l'entrepreneur, transformer, lancer un produit en dizaines de micro-actions réparties dans le temps. Pour l'artiste, passer d'une idée vague de peindre un tableau à des étapes précises, croquis, esquisses,
Couleur de base, détail, la puissance des checklists. Les checklists modernes, popularisées notamment dans l'aviation et la médecine, s'inscrivent directement dans l'esprit de Taylor. Atul Gawande, chirurgien, a démontré dans son livre The Checklist Manifesto que de simples listes réduisent considérablement les erreurs humaines dans des environnements ultra complexes. Dans notre vie quotidienne, les checklists permettent de ne rien oublier, réduire le stress, libérer de l'espace mental pour la créativité. L'effet Kaizen, l'amélioration continue. Découper les tâches permet aussi de mieux observer les zones de blocage. Si l'on constate que la phase analyse des données prend toujours 2 fois plus de temps que prévu, on peut chercher à automatiser ou à simplifier cette étape. Si la relecture est négligée, on peut prévoir un processus systématique de double vérification. Cette logique rejoint l'esprit japonais du Kaizen, amélioré petit à petit grâce à des ajustements continus. Les pièges du micro-découpage. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès inverse. Trop de micro-tâches créent une surcharge administrative. On risque de passer plus de temps à gérer la liste qu'à agir. L'équilibre consiste à découper jusqu'au point où chaque tâche est claire, réalisable en une seule session de travail et mesurable. Application concrète dans différents domaines. Projet professionnel, transformer un lancement marketing en sous-tâches, recherche, rédaction des messages, création des visuels, test des canaux, analyse des retours. Apprentissage d'une langue, passer de parler couramment l'allemand à des micro-objectifs, 10 mots par jour, 15 minutes de conversation hebdomadaire, visionnage d'une vidéo authentique, vie personnelle, planifier un déménagement non pas comme un tout, mais comme une série d'actions triées, emballer, louer un camion, transférer l'adresse, déballer pièce par pièce. La loi de Taylor nous rappelle une évidence intemporelle, ce qui est complexe devient gérable lorsqu'on le fragmente en parties simples. Appliquer cette approche, c'est apprendre à transformer la montagne intimidante en une série de marches accessibles. C'est aussi passer de la paralysie de l'intention à l'énergie de l'action. Au fond, Taylor nous lègue une leçon précieuse. La productivité n'est pas une question de vitesse, mais de structure. Et la structure commence toujours par diviser pour mieux régner. Chapitre 6, la loi de Carlson, l'ennemi des interruptions. Un travail réalisé sans interruption prend moins de temps et d'énergie que s'il est accompli en plusieurs fois. Sune Carlson, l'intuition d'un économiste suédois. Dans les années 1950, l'économiste suédois Sune Carlson s'intéresse au quotidien des cadres et dirigeants. Son constat est saisissant. Un cadre est interrompu en moyenne toutes les 20 minutes. Au-delà de la simple gêne, Carlson observe un phénomène plus insidieux. Après chaque interruption, il faut environ 23 minutes pour retrouver le même niveau de concentration. Ainsi, la fragmentation du travail ne se traduit pas seulement par une perte de temps immédiate, mais par une déperdition énergétique et cognitive considérable. La loi de Carlson peut se résumer ainsi. Plus une activité est fractionnée, plus elle coûte en temps, en énergie et en efficacité. Le coût caché des interruptions. Les chiffres modernes confirment et amplifient les découvertes de Carlson. Un travailleur du savoir est interrompu toutes les 3 à 6 minutes. Cela représente en moyenne 10 à 20 interruptions par heure. Selon des études récentes, environ 28% du temps de travail est perdu à cause de la déconcentration. Au total, les interruptions peuvent réduire la productivité de près de 40%. Ces données ne concernent pas seulement les grandes interruptions visibles, appels, collègues, mais aussi les micro-ruptures volontaires. Consulter une notification, jeter un coup d'œil aux emails, scroller rapidement un fil d'actualité. Les 3 types d'interruptions mortelles. 1. Les auto-interruptions. Ce sont les plus pernicieuses, car elles viennent de nous-mêmes. Consulter compulsivement les emails, ouvrir les réseaux sociaux, vérifier les statistiques d'un projet toutes les 10 minutes. Elles donnent l'illusion d'une activité constante, mais sapent notre profondeur d'attention. 2. Les interruptions externes. Elles proviennent de l'environnement immédiat. Un collègue qui passe juste 2 minutes, par un téléphone qui sonne. Le problème est qu'elles imposent un changement de contexte brutal, souvent involontaire. 3. Les interruptions techniques. Moins visibles, mais tout aussi destructrices. Lenteur du système, bugs logiciels, panne matérielle. Chaque dysfonctionnement technique crée un micro-stress qui fragmente la continuité de l'effort. Pourquoi les interruptions épuisent notre cerveau? La psychologie cognitive offre une explication claire. Notre cerveau n'est pas conçu pour le multitâche. Chaque fois que nous changeons d'activité, nous devons abandonner le contexte mental en cours, activer un nouveau set cognitif, reconstituer le contexte initial au retour. Ce coup de bascule est invisible mais massif. À l'échelle d'une journée, il consomme une énergie mentale disproportionnée, comparable à un ordinateur qui redémarrerait sans cesse. Le mythe du multitâche. Beaucoup se vantent de savoir faire plusieurs choses à la fois. En réalité, ce que nous appelons multitâche n'est qu'une alternance rapide d'attention, extrêmement coûteuse en efficacité et en précision. Les recherches montrent que le multitâche réduit la vitesse d'exécution de 20 à 40%. Il augmente les erreurs de 50%. Il accroît la fatigue cognitive, réduisant la capacité à se concentrer sur des tâches importantes. Autrement dit, chaque interruption est un mini-sabotage de notre propre productivité.
La stratégie des blocs de concentration. La réponse à la loi de Carlson n'est pas de rêver à un monde sans interruption, ce serait utopique, mais de structurer son temps en blocs de concentration protégés, ou rejet. Mode ne pas déranger, désactiver toutes les notifications ordinateur et téléphone. Utilisez les modes focus ou ne pas déranger intégrés au système moderne. Prévenez vos collègues que vous êtes indisponible pendant une période précise. 2 sessions de 90 minutes. La recherche sur les rythmes ultradiens suggère que notre cerveau fonctionne par cycle d'attention de 90 minutes environ. Planifiez des blocs de travail intense de 90 minutes. Et accordez-vous ensuite une pause de 10 à 15 minutes. Reprenez un nouveau cycle. Signalisation visuelle. Indiquez clairement vos périodes d'attention. Ou un casque sur les oreilles. Ou un panneau concentration en cours. Ou fermez la porte si possible. Ces signaux réduisent les interruptions externes en créant une barrière psychologique. 4. Le traitement par l'eau. Appliquez le principe du batch processing ou répondez aux emails seulement 2 ou 3 fois par jour, matin, après-midi, fin de journée. Ou centralisez les tâches administratives. Cela permet de conserver des périodes étendues de concentration profonde. Exemple d'application. Ou un écrivain bloque chaque matin 2 heures sans Internet pour écrire son manuscrit. Ou un développeur programme des sprints de code de 90 minutes suivis de pauses de 15 minutes. Ou un manager consacre la première heure de la journée aux décisions stratégiques, sans réunion ni email. Un étudiant révise par session de 50 minutes avec 10 minutes de pause, au lieu de multitâcher en écoutant de la musique et en répondant aux messages. Le coût émotionnel des interruptions. Au-delà du temps perdu, il existe un coût émotionnel. Chaque interruption génère une micro-frustration, une sensation d'inachevé, un stress diffus, multiplié par dizaines. Ces micro-frustrations créent une fatigue morale, un sentiment de dispersion et parfois même un épuisement professionnel. La continuité, au contraire, génère un état de flux, une immersion totale, énergisante et satisfaisante. Protéger ces blocs de concentration, c'est aussi protéger sa santé mentale. À l'ère des smartphones, des messageries instantanées et des réseaux sociaux, la loi de Carlson est plus pertinente que jamais. Les outils numériques sont conçus pour capter notre attention, fragmenter nos cycles et créer une dépendance aux micro-interruptions. Ainsi, appliquer la loi de Carlson aujourd'hui n'est pas seulement une question d'organisation personnelle, c'est un acte de résistance cognitive face à une économie de l'attention. La loi de Carlson nous enseigne que le véritable ennemi de la productivité n'est pas le manque de temps, mais la fragmentation de l'attention. En apprenant à protéger nos blocs de concentration, en réduisant nos auto-interruptions, en éduquant notre environnement à respecter nos moments de focus, nous pouvons accomplir davantage en moins de temps et avec moins de fatigue. Le secret n'est pas de travailler plus, mais de travailler sans être interrompu. Chapitre 7. La loi de Pareto. La révolution du 80. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Vilfredo Pareto. Une découverte inattendue dans les jardins italiens. À la fin du 19e siècle, l'économiste italien Vilfredo Pareto observe un phénomène intrigant. Environ 20% de la population possédait 80% des terres. Fasciné, il explore cette répartition et découvre qu'elle se retrouve dans d'autres domaines économiques et sociaux. Ce rapport, loin d'être exact au chiffre près, exprime une loi empirique universelle. Dans tout système, une minorité de causes produit la majorité des effets. Depuis, ce principe, souvent appelé la règle du 80-20, est devenu l'un des outils les plus puissants de gestion du temps, de productivité et de stratégie. Une loi omniprésente. La force de la loi de Pareto est qu'on la retrouve partout. En entreprise, 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires. Dans les ventes, 20% des produits réalisent 80% des marges. Dans la productivité individuelle, 20% de nos tâches produisent 80% de nos résultats. Dans l'apprentissage, 20% du vocabulaire d'une langue couvre 80% des conversations quotidiennes. Dans les problèmes techniques, 20% des bugs entraînent 80% des pannes. Autrement dit, la vie est rarement équilibrée, peu de choses comptent vraiment, mais elles comptent énormément. Pourquoi Pareto reste révolutionnaire ? Parce qu'il nous oblige à affronter une vérité inconfortable. Nous consacrons souvent l'essentiel de notre temps à des activités de faible impact. Réunions inutiles, emails secondaires, perfectionnisme sur des détails. Pendant ce temps, nos leviers à fort effet de levier, les tâches qui changent réellement la donne, sont négligées. Pareto dans ta vie professionnelle. Pour appliquer la loi de Pareto à ton quotidien, commence par identifier ton 20% vital. Pareto. Quelles tâches ont le plus grand impact sur tes objectifs? Pareto. Quel client apporte le plus de valeur à ton activité? Quelles compétences te différencient vraiment des autres? Cette introspection est parfois brutale. Elle révèle que beaucoup d'activités urgentes ne sont pas réellement importantes. La matrice d'impact, un outil concret. Pour transformer Pareto en action, tu peux utiliser une matrice croisant impact et effort. 4. Haut impact, plus faible effort. Ce sont tes tâches prioritaires absolues. Elles apportent beaucoup pour un coût faible. Passer un appel stratégique. Envoyer un devis déjà prêt. Haut impact, plus fort effort. Planifie-les soigneusement. Elles méritent ton temps, mais nécessitent préparation et endurance. Lancer une campagne marketing, développer une nouvelle compétence. Faible impact, plus faible effort.
délègue ou automatise. Ces tâches ne sont pas cruciales, mais peuvent être traitées à moindre coût. Exact, classement de documents, suivi administratif simple. Faible impact blue for effort ou élimine sans pitié. Ce sont les véritables voleurs de temps. Exage, réunion inutile. Projet qui ne contribue pas aux objectifs principaux. Exemple narratif. Le manager transformé. Prenons l'histoire d'un directeur commercial. Il dispose d'une équipe de 15 vendeurs. En appliquant l'analyse de Pareto, il découvre que 3 vendeurs génèrent à eux seuls 70% du chiffre d'affaires. Au lieu de disperser son énergie dans des réunions administratives et le suivi uniforme de tous, il décide de réorienter son temps. Waouh, il consacre plus de coaching et d'accompagnement à ses meilleurs vendeurs. Waouh, il allège son agenda en supprimant ou déléguant des tâches de faible impact. Waouh, il concentre son énergie sur les clients les plus stratégiques. Résultat, en 6 mois, le chiffre d'affaires progresse de plus de 35%, sans recruter ni travailler plus, simplement en se concentrant sur le 20% vital. Les bénéfices psychologiques de Pareto. La loi de Pareto n'est pas seulement un outil de performance, c'est aussi une boussole mentale. Waouh! Réduire l'anxiété. Face à une montagne de tâches, on sait qu'il suffit d'en cibler quelques-unes. Clarifier les priorités, distinguer l'essentiel du secondaire, apporte une sérénité nouvelle. Waouh! Retrouver du sens, se concentrer sur ce qui crée réellement de la valeur redonne de la motivation. Pareto dans d'autres domaines de vie. Santé, 20% des habitudes produisent 80% des effets sur la forme. Waouh! Relations, 20% des personnes dans ton entourage t'apportent 80% du soutien et de la joie. Apprentissage, 20% des méthodes pédagogiques donnent 80% des résultats. Les pièges de l'approche Pareto. Attention toutefois à ne pas caricaturer la loi. Wagurazo exact n'est pas toujours 4. L'obsession de l'optimisation peut conduire à négliger les 20% restants, qui bien que moins rentables, apportent de la diversité et parfois des opportunités inattendues. Le danger est aussi de survaloriser le court terme, le 20% immédiatement productif au détriment du long terme. Comment appliquer Pareto au quotidien? Audit hebdomadaire, note toutes tes activités de la semaine et identifie celles qui ont généré le plus de valeur. Élagage radical, supprime ou délègue systématiquement les tâches du bas impact plus haut effort. Rituel de focus, commence chaque journée par ton 20% vital avant d'ouvrir email et réunions. Revue régulière, car ton 20% évolue avec le temps. Ce qui était stratégique hier peut être secondaire demain. Pareto comme philosophie de vie. Appliquer Pareto, c'est adopter une vision minimaliste et stratégique de l'existence. Plutôt que de tout faire, choisir ce qui compte vraiment. Plutôt que de se disperser, concentrer son énergie sur les leviers majeurs. Plutôt que d'ajouter sans cesse, simplifier pour amplifier. La loi de Pareto nous enseigne une vérité intemporelle. Le monde n'est pas équitablement réparti, mais asymétrique. Quelques efforts, bien choisis, produisent la majorité des résultats. L'art de vivre et de travailler avec Pareto consiste donc à identifier ce 20% vital et à y consacrer l'essentiel de son énergie. Car dans la vie comme dans le travail, ce n'est pas en faisant plus qu'on réussit, mais en faisant mieux et plus juste.